Des hauts de Hurlevent pouvons nous en aller, et le drame avec lui enfin abandonné. Mais par le vil orgueil qui malgré tout demeure, en tout temps, en tout lieu, que l'on rit ou qu'on meurt, hier la tragédie, avant la comédie, qu'aujourd'hui nous voyons en 5 actes finis, avec le misanthrope, ou l'atrabilaire, amoureux de Molière, tout au bord de la mer, en compagnie d'un insulaire de toujours, que j'ai nommé Clément. Bonjour à toi. Bonjour. Est-ce qu'il t'arrive de lire des vrais livres? Moi, je lis des romans d'aventure. Mes parents me retiennent parce que sinon, je dévore les livres. Qu'est-ce qu'il y a eu comme œuvre marquante à ce moment-là? Il y a eu Rimbaud. Avant qu'on pénètre un peu plus dans l'œuvre, est-ce que tu peux nous dire à quel âge et comment tu as découvert le misanthrope de Molière? Alors, j'ai découvert le misanthrope quand je devais avoir autour de 13 ou 14 ans. Et en fait, la première fois que je l'ai lu, c'était un petit peu avant de le voir pour la première fois. Je l'ai lu chez ma grand-mère dans une maison à la campagne où je m'ennuyais beaucoup. Et j'avais sélectionné 3 bouquins dans sa bibliothèque. Il y avait Les Fleurs Bleues de Queneau, de Raymond Queneau. Il y avait des bons mots de Sacha Guitry. Et puis, il y avait Le Misanthrope de Molière. Et puis, quand je l'ai lu, entre ces 3 œuvres, c'est pas celle que j'ai préférée, quoi. Je préférais largement Les Fleurs Bleues, par exemple. Et puis, surtout, ensuite, je l'ai vu quelques mois après. C'était au Lucernaire à Paris, et c'était dans une mise en scène, oui, ça devait être en 2013, quelque chose comme ça. Ou même, non, un peu avant, 2011-2012. Et après avoir lu la pièce, la mise en scène m'a marqué parce qu'elle était un petit peu participative et qu'elle mettait une drôle d'ambiance avec des lumières vertes dans du brouillard, etc. Et puis les personnages avaient, pendant une bonne partie de la pièce, des masques d'animaux pour évoquer peut-être les fables de La Fontaine ou quelque chose comme ça. Enfin, ils portaient des masques d'animaux et moi, ça m'avait beaucoup surpris parce que je m'y connaissais pas trop. Enfin, j'avais pas beaucoup d'expérience de spectateur de théâtre et j'avais été étonné, vraiment très impressionné par cette pièce. Est-ce que tu peux nous la résumer brièvement? Oui, je vais la résumer d'abord en empruntant le mot de Louis Jouvet qui dit du misanthrope, enfin de la pièce, que c'est l'histoire d'un homme qui souhaite avoir un entretien décisif avec la femme qu'il aime et qui au bout de la journée n'y est pas parvenu. Et puis pour la résumer moi de mon côté, je dirais que le misanthrope c'est pas le côté amoureux qui m'y intéresse, c'est quelqu'un qui a commencé une espèce de révolte contre tout, contre les autres surtout, et puis qui comprend de plus en plus que cette révolte, il va pas réussir à la mener au bout, et puis qui abandonne à la fin. Okay. Qui abandonne sa révolte contre les mensonges, les hypocrisies, contre tout ce qui ne tourne pas rond pour lui dans le commerce des hommes, quoi. Oui, parce qu'on n'a pas forcément précisé, on dit souvent le misanthrope de Molière, on va presque directement mettre l'auteur derrière, mais c'est le misanthrope ou l'atrabilaire amoureux. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est que ce sous-titre? L'atrabilaire, ça fait référence à la théorie médicale des 4 humeurs de Galien qui à l'époque de Molière était encore admise, il me semble, ou plus ou moins admise. C'était peut-être encore déjà quelque chose de littéraire en fait. Enfin, c'était peut-être déjà abandonné par la médecine, mais c'était littérairement quelque chose qu'on utilisait. Donc la bile qu'on retrouve dans atrabilaire, c'est l'humeur mauvaise, la colère, quoi. Et donc c'est un colérique amoureux. Mais comme je l'ai dit dans mes premières lectures, enfin dans mon rapport avec la pièce, le volet amoureux ne comptait pas beaucoup. J'oubliais presque, non pas que le personnage de Célimène n'importait pas, mais que en fait j'oubliais un peu que ce qui faisait une bonne partie de la sève de la pièce, c'était cette incohérence entre quelqu'un qui déteste les gens et puis quelqu'un qui est éperdument amoureux. Voilà, au début, du moins, j'avais oublié un peu je percevais pas cette tension.
Et pourtant, Ouais. la pièce me plaisait déjà. T'as en partie répondu dans ton résumé, mais si tu devais donner avec ta propre impression en faisant fi du déroulé de la pièce, etc., selon toi, de quoi ça parle? Pour moi, ça parle d'une des turbulences qu'on peut avoir à l'intérieur de nous, qui concerne notre rapport au monde tel qu'on voudrait le voir. Quand je dis au monde, c'est plutôt aux gens, évidemment. Aux gens qui nous entourent, et puis tels qu'ils sont. Donc, c'est une histoire d'impuissance, à mon avis, le misanthrope. Pas seulement, évidemment, mais je l'ai beaucoup perçu comme ça. Et c'est comme ça qu'il m'a parfois accompagné. Parce que c'est une histoire d'impuissance. Oui, voilà, un type qui pense que ce serait simple de faire en sorte que les choses aillent mieux, et puis en fait qui se rend compte qu'il n'y arrive pas du tout. Déjà, il s'y prend pas de la bonne manière, hein. Il est moqué par tout le monde, il est ridiculisé de tout le monde, et puis en plus, en disant aux gens leur cas de vérité, bon déjà il n'y arrive jamais complètement, et puis évidemment ça ne mène à rien, quoi. Au-delà de la sève de la comédie, il y a ce fond de rapport aux autres. On peut pas être seul avec sa propre vérité, il faut forcément évoluer avec les autres. Oui, exactement. C'est La Rochefoucauld qui était un peu misanthrope aussi, peut-être on peut le dire aussi. Il disait que il se rendait compte aussi que c'était être fou que de vouloir être sage tout seul. C'est une de ses maximes. Le misanthrope, il a cette folie-là. Il va être tout seul à avoir raison, tout seul à se distinguer, le seul honnête homme de la cour. Aujourd'hui, pour le transposer aujourd'hui, évidemment, ce serait pas de la cour, mais ce serait son milieu social, quoi, du milieu social dans lequel on évolue. Donc voilà, c'est l'histoire de cette folie et des turbulences intérieures qu'on peut avoir quand on a cette manie-là, cette manie qu'a Alceste. On n'a pas encore dit que le misanthrope s'appelait Alceste, je crois. Non, on sera amené à le dire. Mais tu peux peut-être du coup faire un résumé un peu plus canonique avant qu'on aille un peu plus loin. Oui, un résumé canonique. Alors, dans ton introduction, donc tu précises donc qu'il y a 5 actes, ce qui est classique dans le théâtre, mais les comédies de Molière, c'est souvent 3 actes. Ici, on n'a pas vraiment affaire à une comédie, même si on peut rigoler. Parfois, j'ai rigolé, mais c'est pas la sève. Tout le monde a remarqué que le misanthrope, c'était pas une pièce qui faisait hurler de rire, quoique certaines mises en scène peuvent le permettre. Mais c'est une pièce qui fait sourire un peu de manière amère, souvent de manière amère, et puis qui est hyper émouvante. Vraiment, je suis beaucoup plus ému devant le misanthrope, ou en lisant le misanthrope, que devant une tragédie qui est pleine de très grands sentiments. Il me semble que le misanthrope, il perçoit, comme je le disais, des turbulences intérieures, une tempête qu'on a qui touche plus profondément, qui fait vraiment mouche chez moi, en tant que lecteur ou spectateur. Et oui, pour répondre à ta question, pour résumer la pièce, ça commence par Alceste qui se dispute avec Philinte, son ami Philinte, parce que Philinte, il vient de faire des compliments à quelqu'un qu'il connaît à peine, il vient de lui faire des serments d'amitié, alors qu'il n'est pas capable de se souvenir du nom de cette personne-là. Donc Alceste le prend à partie et lui dit toi t'es plus mon ami parce que tu fais des serments d'amitié à n'importe qui, donc quelle valeur ai-je à moi après que tu as fait toutes ces belles paroles, ces beaux discours convenants. Ensuite Philinte, je m'attarde un peu sur le début parce que c'est ce qui me plaît le plus et c'est le plus important aussi. Ensuite Philinte lui rétorque très justement, mais toi qui es misanthrope, qui te définit par ton atrabile, ta colère contre tout le monde, comment ça se fait que tu aimes, que tu sois éperdument amoureux d'une coquette, d'une précieuse, d'une personne qui, justement à l'inverse de lui, à l'inverse d'Alceste, est très mondaine. Et le misanthrope n'a pas vraiment de réponse à cela, pour l'instant. Il en aura peut-être jamais, hein. Ensuite, un peu plus tard, on comprend que le misanthrope, donc Alceste, a un paquet de concurrents, de personnes qui aimeraient bien séduire Célimène. Il y a notamment Clitandre, Oronte, et parmi ces prétendants, il y a Oronte. Et Oronte, c'est un personnage qui, dans l'acte 1, a présenté à Alceste et a lu un de ses sonnets.
Et ce sonnet est ridicule pour Alceste. Et évidemment, Alceste, en bon misanthrope, fier de l'être, en plus il vient de dire à Philinte qu'il l'est, donc il n'allait pas faire mine d'aimer ce sonnet, et il dit qu'il est bon à mettre au cabinet. Il le rejette. Donc une grande rivalité s'installe avec Oronte, qui l'emmène à un petit procès, sachant que Alceste a déjà un autre procès en cours. Ce grand procès, à la fin de la pièce, on apprend qu'il l'a perdu, et à la fin de la pièce, on apprend aussi que Célimène envoie des billets doux à d'autres gens qu'Alceste. Alceste est furieux, il est très vexé, très jaloux, et il pose un ultimatum à Célimène après cette double défaite, donc le procès et la défaite judiciaire et la défaite amoureuse. Il pose un ultimatum à Célimène, il lui dit « Bon, on peut rester ensemble, mais tu viens avec moi à la campagne, et puis on quitte ce monde qui ne me va pas, qui est hypocrite. » Évidemment, Célimène qui a 20 ans, qui est jeune, et qui n'a pas envie de se retrouver enfermé à la campagne, dit non. Et à ce moment-là, Alceste, qui a pris sa résolution, s'en va. Mais, attention, ses amis Philinte et Éliante ont les derniers mots de la pièce et se disent, je dis en substance, je ne le cite pas, essayons quand même de faire rester Alceste ici. C'est marrant quand tu as parlé de quoi parlait la pièce profondément, Oui. au niveau du ton, et en disant que c'était pas complètement une comédie. Ça m'a fait penser, j'essayais de trouver à quoi ça pouvait faire penser, ça m'a fait penser à BoJack Horseman un peu, le côté où c'est fondamentalement pas comique, il y a ce personnage-là complètement misanthrope, un truc, et profonde mélancolie qui s'en dégage, tout en ayant des moments vraiment drôles, quoi. Ah mais tout à fait, j'avais pas dû penser à ce rapprochement, mais c'est une série que j'ai beaucoup appréciée, et oui, on peut très bien retrouver l'espèce de charme de quelque chose qui fait tout le temps un peu sourire, mais aussi tout le temps qui nous remue beaucoup, quoi. Parce que c'est un peu la question qu'on s'était gardé. C'était pourquoi tu avais choisi cette pièce, parce que bon, moi, je te connais depuis quelques années. J'ai connu certaines de tes lectures précieuses, etc. Et c'est vrai que le misanthrope, c'était jamais vraiment venu sur la table. Mais au moment de venir dans cette émission-là, finalement, ça a été le misanthrope. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi Mais c'est vrai, en fait, il était en concurrence avec que des romans, hein, pas d'autres œuvres théâtrales, un petit peu de poésie, mais je suis pas féru de lecture théâtrale. Je suis même pas féru de représentation théâtrale. Ça ne me manque pas de ne pas aller au théâtre pendant le Covid, ça m'a pas du tout manqué. Bon, c'est vrai que c'est surprenant, mais le misanthrope m'accompagne un peu malgré moi, quoi. J'aurais pu prendre un beau et grand roman avec de l'aventure, du voyage, comme je l'aime d'habitude. Mais non, le misanthrope, en fait, il a toujours été assez important, sans être dans mes grandes lectures, mais il l'est devenu au fur et à mesure, et puis surtout plus récemment, parce qu'il y a 1 an à peu près, j'ai eu à le travailler en profondeur, parce que à l'époque où je mettais donc des annonces en ligne pour faire des tutorats auprès d'élèves de tous les âges et de toutes les classes, j'ai un étudiant qui m'a demandé de l'aider pour une dissertation sur le misanthrope, et c'est ça qui m'a vraiment fait me replonger dans cette pièce, et cette lecture-là. Je sais pas, j'avais pas vu ou lu le misanthrope depuis 3 ou 4 ans minimum, et c'est vraiment cette lecture-là qui m'a foudroyé, quoi, qui m'a ému profondément. Et puis l'obligation aussi de se pencher dans les détails du misanthrope pour ce travail-là m'a révélé toute la finesse, toute la subtilité de ce livre. Et c'est pour ça que oui, cette œuvre étrange dans le panthéon de mes œuvres favorites, et aussi étrange, je dirais, dans les œuvres écrites par Molière, elle m'est aussi chère. Oui, c'est pour ça. T'as du coup un peu répondu, parce que c'est vrai que la découverte de cette pièce, c'est finalement presque plus un spectacle qu'une lecture. Oui. T'as parlé de la lecture quand t'étais petit. Est-ce que
finalement c'est plutôt une lecture qui te reste, donc tu parlais de celle-là là, que tu avais dû faire l'année dernière. Est-ce que c'est plutôt des impressions de lecture ou des impressions de spectateur, quoi? Ben, en fait, les deux sont forcément entremêlés, mais si je devais choisir une dominante, ce serait plutôt la lecture. Ce serait plutôt la lecture du texte lui-même, mais évidemment, c'est entremêlé à mes expériences de représentation. Donc j'ai vu, il y a longtemps déjà, cette représentation au Lucernaire, hein, par une petite représentation par rapport à celles qui ont suivi, dans le sens où c'était moins ambitieux que par exemple celle de la Comédie Française de Clermont et Rieux-Léger, que j'ai vue en captation après. Et d'ailleurs, elle est reprise cette année pour les 400 ans de Molière à la Comédie Française, à partir de maintenant, il me semble. Donc il y a eu celle-là ensuite que j'ai regardée avec Loïc Corbery qui joue Alceste. Et Loïc Corbery, il se trouve que je l'ai rencontré quand j'étais au lycée, et donc je suis particulièrement intéressé par son jeu et par son travail. Cette représentation, je l'adore pas de bout en bout, mais je l'aime bien. Elle est belle. Il y a eu aussi le film Alceste à bicyclette, avec Lambert Wilson et Fabrice Lucchini, mais bon, j'ai bien aimé le regarder. Je l'ai regardé un peu après sa sortie, ça devait être en 2014 ou en 2015. Et il est bien, mais il m'a pas marqué profondément. Et puis c'est une adaptation, voilà, c'est pas une mise en scène très proche de la pièce. Et puis il y a toutes les figures de misanthropes dont tu viens de me rappeler que BoJack Horseman en était une, mais il y en a plein qui m'évoquent Alceste, le Joker par exemple. Moi je pensais aussi à Rousseau dans Le Promeneur solitaire, dans Les Rêveries. Il est carrément misanthrope au début. Ouais. Oui, puis même des figures en fait de misanthropes qui... Enfin, la misanthropie est un aveu d'incapacité d'interagir avec le monde. Par exemple, Baudelaire, c'était un peu ce truc-là, c'est de produire une œuvre qui est capable de dialoguer avec le monde tout en étant quand même pas mal révolté contre ce même monde-là, quoi. On lui offre de la beauté alors qu'on le déteste. Et en fait, maintenant que j'y pense, je crois que j'associais, dès ma première lecture du Misanthrope, la misanthropie à la lecture, au fait de lire et de s'isoler, de s'enfermer, d'être seul. Bon, évidemment, après avoir lu, on lève les yeux de son livre, comme tu le rappelles par le titre de l'émission. Mais je pense que ça a eu à voir, peut-être que ça a toujours à voir, avec une espèce de misanthropie fondamentale ou un besoin temporaire d'isolement. Voire un besoin même peut-être aussi non pas de haine, je vais pas dire qu'on a un besoin de haine, mais un besoin de prendre beaucoup de recul par rapport aux rapports sociaux qui nous poussent à porter des masques, qui nous poussent à être polis avec des gens qu'on n'aime pas beaucoup, ou ce genre de choses, quoi. Oui, à jouer le rôle social, voilà. Alors que quand tu lis, on n'est pas censé t'emmerder. Exactement, on est tranquille. Et donc, oui, voilà, j'ai cette attitude d'Alceste, en fait, je m'y retrouvais en tant que lecteur. Donc c'est pour ça que je dirais que la lecture est plus importante que la représentation. Oui, représentation, on est obligé d'être avec les autres, de pester contre le vieux qui va tousser au fond, qui vont gêner un peu la pièce et tout. Mais c'est aussi une pièce qui s'apprécie sur scène, évidemment. Oui, donc un peu le théâtre dans un fauteuil quand même. Ah, mais d'ailleurs, j'ai commencé à aimer le théâtre écrit en lisant Musset, parce que il y avait il y avait des œuvres complètes théâtrales de Musset chez moi quand j'étais petit, et que je les avais ouvertes parce que je me pensais capable de le comprendre. Et aussi l'Alexandrin. À ce moment-là, j'étais vraiment plongé dans l'Alexandrin. J'ai commencé à me mettre à la littérature classique par l'Alexandrin. Et donc son rythme m'apaisait et je l'adorais. C'est un peu à ça que je venais, parce que du coup, ce qui est intéressant particulièrement avec le théâtre, auquel on adhère plus facilement en général par la représentation, parce qu'elle vient un peu briser tout un tas de questions qu'on pourrait se poser, de se dire mais comment cette scène-là elle fonctionne, comment ce personnage-là arrive, combien il y a de personnages sur scène, parce que souvent les personnages silencieux on les oublie bien vite dans une lecture. La représentation, ça t'a permis de casser toutes les interrogations un peu candides et primaires qu'on pouvait avoir. Et donc, du coup, ça t'a permis d'avoir un accès un peu plus investi dans la lecture. Oui. Et c'était un peu ma question. Donc, tu l'as rappelé, Molière vient d'avoir 400 ans, ce qui est un âge vénérable, hein, on le salue d'ailleurs. Et dans quelle mesure c'est cette lecture-là qui t'a permis de rentrer, d'adhérer à
à Molière et à cette pièce aussi qui est pas... Enfin, c'est pas qu'elle est méconnue, elle est connue de Molière, mais par contre, enfin, elle est beaucoup plus lisse par rapport au contexte social de l'époque, qui est avec le Tartuffe, avec Don Juan, où Molière se mettait vraiment dedans. Là, c'est une pièce qui fait pas de vague, en fait, par rapport au contexte social, donc qui est beaucoup plus tournée vers soi. Est-ce que le misanthrope, c'est donc une figure à laquelle tu t'identifies? Tu as déjà en partie répondu à cette question-là. Mais en fait, on s'identifie tour à tour. Enfin, pour utiliser le pronom première personne, je m'identifie à plusieurs personnages. Mais en premier, c'était en effet Alceste. Ouais. Pour plusieurs raisons. Alors, pour corroborer ce que tu disais, oui, le misanthrope a ceci de particulier que c'était pas un très grand succès de Molière. C'était un demi-succès, on va dire. Elle n'a pas eu un accueil très chaleureux, et puis aussi, elle n'a pas donné lieu à des grandes polémiques comme le Tartuffe ou ce genre de choses. C'était une pièce un peu intime de Molière. Je pense qu'il s'y est mis beaucoup, que ce soit surtout dans Alceste, mais aussi dans les autres personnages. Il s'est beaucoup investi lui-même, et sa relation, peut-être que sa relation avec Armande, à avoir avec la relation d'Alceste à Célimène. Enfin, peu importe, c'est pas une pièce à clé. Mais évidemment qu'on se sent proche d'un auteur quand on y retrouve des préoccupations, et puis surtout quand on retrouve des expressions de ces préoccupations qui sont si justes. Il y a une grande saveur qu'on a dans le Misanthrope et qu'on a dans les livres qu'on aime, c'est que enfin on voit écrit ou dit quelque chose qu'on éprouve, et on le voit, on l'entend ou on le lit de la meilleure manière, de ce qui nous semble être la meilleure manière possible. Donc c'est pour ça qu'on se réjouit de lire des choses qui pourtant nous font du mal ou évoquent des choses douloureuses. Oui, c'est le sublime de Boileau. C'est pas, ce sont pas de choses nouvellement belles qui sont données, mais quelque chose que tout le monde partageait et qui est enfin dit de belle manière. Et ça touche tellement juste que ça nous émeut et ça nous réjouit, en tout cas. On y éprouve une sorte de plaisir étrange. J'ai l'impression qu'avec le Misanthrope, alors particulièrement dans le Misanthrope, parce que certes il y a 5 actes, mais elle est quand même assez serrée cette pièce, il met un peu toutes ces contradictions en les incarnant dans des personnages différents, mais finalement c'est tous ces démons un peu intérieurs, à la fois sans doute une forte misanthropie par rapport au monde, qui serait presque naturelle, mais dans le même temps des besoins de créer ces contrepoints de contradictions et qui amènent finalement à autre chose. Dans quelle mesure c'est quelque chose que toi, tu as l'impression d'essayer de faire, je ne sais pas, dans la création ou dans l'écriture? Est-ce que tu ressens ce besoin de mettre des contradictions quand tu écris, de prendre cette posture finalement d'avoir un auteur qui est pétri de contradictions et des personnages qui peuvent les incarner, donc qui peuvent dialoguer et éventuellement faire progresser? Eh bien, oui, en effet, on essaie d'investir ces contradictions dans ce qu'on peut créer, mais en fait, je pense pas avoir une expérience d'écriture assez grande, assez longue, pour avoir du recul sur cette question. J'apprécie lire des œuvres polyphoniques, mais j'essaye pas d'en créer, ou alors à toute petite échelle, enfin, voilà. Mais quand on parle des œuvres, notamment en classe, puisque je suis prof, j'essaye, parce que je crois qu'il faut le faire, de faire entendre évidemment ces multiples voix qui sont audibles dans un texte, et donc de les reformuler. Évidemment, il ne faut pas non plus que la reformulation prenne le pas sur la manière dont c'est écrit ou dont c'est dit dans l'œuvre, mais il faut essayer de les faire entendre. Et Molière, de toute façon, il a très bien réussi dans la pièce, et Alceste à aucun moment ne prend le pas sur les opinions des autres. Dès le début, moi c'est vraiment l'acte 1 que je préfère. Dès le début, le dialogue entre Philinte et Alceste est génial parce que il exprime un dialogue intérieur qui est parfaitement équilibré, enfin qui me semble parfaitement équilibré. Je dis ça, mais au début de ma lecture, je donnais raison à Alceste parce que je le trouvais magnifique, noble, beau, parce qu'il était romantique. En fait, c'est l'Alceste romantique. Je sais plus, c'est Sainte-Beuve qui distingue donc dans la pièce cet Alceste qu'on peut aimer et admirer parce qu'il est droit dans ses bottes. Éliante d'ailleurs, qui est amoureuse d'Alceste dans la pièce, sans qu'Alceste lui donne cet amour en retour, aime Alceste pour cette noblesse d'attitude.
mais en fait c'est une attitude. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à moins aimer Alceste, parce qu'il se donne un genre, que c'est une espèce de dandy. Et puis j'ai trouvé beaucoup plus de raisons dans les propos de Philinte, et puis surtout dans l'attitude de Célimène. On peut pas en vouloir à Célimène parce qu'elle a 20 ans et puis que elle est un peu coquette. Enfin, coquette, c'est le terme qu'on utilisait à l'époque. Aujourd'hui, je sais pas exactement quel terme on utiliserait, mais enfin, voilà, Indépendante, en tout cas. oui, enfin, c'est une jeune personne qui veut vivre sa jeunesse à plein, sans essayer de jouer la prude. Ok, autant pas envie de se faire emmerder qu'Alceste, en fait. Exactement. Et qui veut être libre. Ouais. Ils sont assez proches, Célimène et Alceste, finalement, parce que l'un et l'autre n'arrêtent pas de médire des autres. Sauf que Alceste, il le fait dans son coin ou avec ses amis proches. Célimène, elle joue au jeu des portraits, où elle médit, elle persifle sur tout le monde, mais elle le fait aussi bien qu'Alceste. On va bientôt pouvoir passer à l'extrait. Avant ça, est-ce que tu as des souvenirs un peu précis de moments de lecture, de lieux dans lesquels tu lisais le Misanthrope, ou est-ce que c'est assez diffus? Oui, j'ai des souvenirs précis. Et d'ailleurs, en fait, j'ai une façon de lire le Misanthrope et une façon de lire plus largement qui est un peu spéciale, parce que c'est peut-être un peu une habitude scolaire, une fâcheuse habitude scolaire, mais je lis des extraits, je lis des passages. Le Misanthrope, donc évidemment l'acte 1 revient très souvent dans les passages que je lis, mais je l'ai surtout lu, enfin les souvenirs les plus lointains donc reviennent à ces vacances que j'avais passées à la campagne, où j'avais décidé de l'ouvrir, où je me souviens bien, déjà j'étais seul, et je pense que ça a joué aussi dans l'écho, ça a beaucoup résonné avec ma situation, donc de solitaire perdu dans la cambrousse. Et puis ensuite, je l'ai souvent lu dans une situation de solitude ou de relatif désarroi, comme pour se consoler, comme je le disais, en lisant justement ce qu'on éprouve. Et puis aussi, en entendant les intérêts contraires à Alceste de Philinte, de Célimène, et d'Éliante aussi, qui est peut-être le personnage le plus sage, eh bien, à ces moments-là, en fait, on trouve des secours, des aides, des repères qui nous sortent de notre torpeur. Je dis nous, mais évidemment, qui me sortaient de ma torpeur, ou de mon ennui des autres, d'un dégoût que je pouvais avoir pour la sociabilité, les conversations, etc. Ouais, c'était le contrepoint que tu n'étais pas forcément capable de t'apporter à toi, mais que le bouquin faisait... Exactement. Oui, et au début, quand je lisais le Misanthrope, c'est pas ce que je cherchais. Au début, je cherchais Alceste le Magnifique. Ouais, à être justifié dans ta misanthropie, quoi. Et puis ensuite, de plus en plus, je cherche cette polyphonie, quoi, ce dialogue possible. Face à l'impossibilité de vivre tout seul, en fait, tu dis, bon, il faut peut-être essayer de vivre un peu avec les autres, quoi. Exactement. Ok, alors on va passer du coup à l'extrait. Est-ce que tu peux présenter rapidement, même si on a beaucoup parlé de l'acte 1, est-ce que tu peux simplement présenter la situation de cet extrait? Donc il est dans l'acte 1 et Philinte et Alceste ont cette conversation que j'évoquais tout à l'heure, où au début, c'est très amusant, ce début est très drôle. Alceste en veut à mort à Philinte. Il lui dit d'ailleurs qu'après ce qu'il a fait, il devrait courir se faire pendre, il devrait aller se faire pendre. Et Philinte répond avec beaucoup d'humour qu'il ne pense pas que le cas soit pendable. Et Alceste se rejette complètement Philinte, mais Philinte, en bon ami, et puis pour se divertir peut-être du ridicule d'Alceste, reste avec lui. Et ils en arrivent à une discussion plus théorique sur les rapports sociaux, sur le regard qu'on porte sur l'humanité, quoi. Donc c'est très philosophe en fait, ce passage-là. D'ailleurs, le terme va revenir dans le passage. On va parler de chagrin philosophe. C'est donc une réflexion théorique sur faut-il aimer ou non ses semblables. Ok, alors vu que c'est une pièce de théâtre, qu'on n'a pas de description, je te demande de te mettre 2 secondes dans la situation du metteur en scène. Quel décor, quelle ambiance tu mettrais pour cette scène-là?
Alors, j'ai du mal à me départir de la première mise en scène que j'ai vue, parce que je trouvais ça très astucieux, le metteur en scène avait décidé de placer Philinte et Alceste dans un contexte de soirée mondaine, où ils seraient allés sur le balcon ou sur le parvis de la maison. Euh, je crois même que Alceste sortait pour fumer une clope. Euh, et puis, Philinte le rejoignait, et c'est à ce moment-là que leur discussion commençait. Donc, pourquoi pas des bruits de fond d'une fête qui, évidemment, font entendre le monde, tout ce qu'Alceste n'aime pas, pendant leur discussion. Et eux, ils seraient sur le balcon ou alors dans un petit jardin à côté de cette soirée qui bat son plein en arrière-plan. Voilà, et puis, bon, évidemment, je voudrais des Alceste et Philinte qui soient habillés de manière plutôt moderne. Enfin, j'ai dit évidemment, c'est pas si évident, on peut très bien le faire en costume. Mais dans mon esprit, les situations présentées dans le Misanthrope sont tellement ancrées dans notre existence, dans mes expériences, que je les veux voir dans les vêtements que moi et mon entourage on pourrait porter, quoi. Bah, qu'est-ce qui t'arrive ? Je veux que l'on soit homme, et qu'en toute rencontre, le fond de notre cœur, dans nos discours, se montre. Que ce soit lui qui parle, et que nos sentiments ne se masquent jamais sous de vains compliments. Il est bien des endroits où la pleine franchise deviendrait ridicule et serait peu permise. Et parfois, n'en déplaise à votre austère honneur, il est bon de cacher ce qu'on a dans le cœur. Serait-il à propos, et de la bienséance, de dire à 1000 gens tout ce que d'eux on pense? Et quand on a quelqu'un qu'on hait ou qui déplaît, lui doit-on déclarer la chose comme elle est? Oui. Quoi, vous iriez dire à la vieille Émilie qu'à son âge il s'y est mal de faire la jolie? Et que le blanc qu'elle a scandalise chacun? Ouais, sans doute. À Dorylas qu'il est trop importun? Et qu'il n'est à la cour oreille qu'il ne lasse à compter sa bravoure et l'éclat de sa race? Eh, fort bien. Vous vous moquez. Je ne me moque point, et je ne vais n'épargner personne sur ce point. Mes yeux sont trop blessés, et la cour et la ville ne m'offrent rien qu'objet à m'échauffer la bile. J'entre en une humeur noire, en un chagrin profond quand je vois vivre entre eux les hommes comme ils font. Je ne trouve partout que lâche flatterie, qu'injustice, intérêt, trahison, fourberie. Je n'y puis plus tenir, j'enrage, et mon dessein est de rompre en visière à tout le genre humain. Ce chagrin philosophe est un peu trop sauvage. Je ris des noirs accès où je vous envisage, et crois voir en nous deux, sous même soin nourris, ces deux frères que peint l'école des maris, dont... Mais merde, laissons là vos comparaisons fades. Non, tout de bon, quittez vos incartades. Le monde par vos soins ne se changera pas. Et puisque la franchise a pour vous tant d'appâts, je vous dirai tout franc que cette maladie, partout où vous allez, donne la comédie. Et qu'un si grand courroux contre les mœurs du temps vous tourne en ridicule auprès de bien des gens. Tant mieux, morbleu, tant mieux, c'est ce que je demande. Ce m'est un fort bon signe, et ma joie en est grande. Tous les hommes me sont, à tel point, odieux, que je serais fâché d'être sage à leurs yeux. Vous voulez un grand mal à la nature humaine, hein? Oui, j'ai conçu pour elle une effroyable haine. Tous les pauvres mortels, sans nulle exception, seront enveloppés dans cette aversion. Encore en est-il bien dans le siècle où nous sommes? Non, elle est générale, et je hais tous les hommes. Les uns parce qu'ils sont méchants et malfaisants, et les autres pour être méchants, complaisants, et n'avoir pas, pour eux, ces haines vigoureuses que doit donner le vice aux âmes vertueuses. Et on remercie Louis pour sa participation à la lecture. Oui, merci beaucoup, Louis. Pourquoi t'as choisi cet extrait, même si t'en as déjà un peu parlé avant? Il expose bien les tourments d'Alceste
Et puis, il expose très bien ce débat intérieur qu'on peut avoir quand on se demande si oui ou non ça vaut vraiment la peine de se mêler au commerce des hommes. Commerce dans le sens les conversations, les rapports sociaux, les hypocrisies qu'on est obligé de consentir pour participer vraiment au rapport entre humains. Et en plus de ce que tu disais, c'était un passage qui avait l'air de bien illustrer ton évolution même par rapport à l'œuvre où on perçoit pas forcément au premier abord le ridicule d'Alceste, mais j'imagine qu'au fil des lectures, c'est quelque chose qui se voit de plus en plus. C'est possible de lire Alceste ici de plein de manières différentes. Il est beau parce qu'il est ferme quand il oppose ses convictions à celles de Philinte, quand il déclare qu'il est prêt à dire aux autres leur cas de vérité. Et puis, franchement, il est aussi complètement ridicule dans ses comportements. Lorsqu'il en arrive à dire qu'il a conçu pour la nature humaine une effroyable haine, évidemment, à ce moment-là, il est ridicule, peut-être même un peu terrifiant, peut-être même que c'est un personnage qui, à ce moment-là, confine à la folie, c'est plus que de la manie. D'habitude, chez Molière, les maniaques nous font rire parce que dans leur rapport au monde, ils ont un gros défaut qui les suit tout le temps et qui en font des pantins mécaniques. Ici, Alceste, c'est un programme effrayant, quoi, d'en vouloir à tout le monde. C'est étonnant parce que je me souvenais pas bien de la pièce, mais la figure de misanthrope que Molière met en scène, elle reproche pas aux autres leur médiocrité, enfin dans le sens où Alceste se mettrait au-dessus des hommes de par son intelligence ou machin. C'est vraiment, il fait montre d'une intégrité à toute épreuve, et même quand il en veut aux gens, il dit qu'il hait tous les hommes parce qu'ils sont méchants et malfaisants, mais pas parce qu'ils sont bêtes. C'est qu'il voit une volonté là-dedans, quoi. Oui, exactement. Il se croit pas supérieur intellectuellement et il voit pas les autres comme bêtes. Il les voit comme plein de faux semblants, d'amour-propre, d'intérêts qu'ils servent, d'intérêts personnels qu'ils servent, en étant méchants ou en ne blâmant pas les méchants. Et en donnant des marques de respect et d'affection à des gens qui, évidemment, sont des ordures. C'est ça que j'aime beaucoup. Dans la dernière réplique que Louis a lue tout à l'heure en jouant Alceste, deux vers que j'aime beaucoup. Les uns parce qu'ils sont méchants et malfaisants, et les autres pour être aux méchants complaisants. Ils sont très beaux ces vers, mais encore une fois, je pense pas que ici la vie d'Alceste soit vraiment viable. Et c'est pas le mien, c'est une pensée que je peux avoir, qu'on peut probablement tous avoir, mais qu'on doit rejeter, qu'on doit s'efforcer de rejeter. Mais en tout cas, c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, il prête peut-être aux autres trop d'intelligence, en ce sens qu'il les voit toujours manipulateurs, toujours allant vers leur propre intérêt, etc. Alors que lui déjà oppose d'une intégrité, mais surtout voilà, il voit à quel point les gens pourraient faire mieux finalement, pourraient être plus intègres, mais par contre pas forcément pour être plus intelligents, etc. Et ça c'est assez détonnant par rapport aux figures de misanthrope qu'on pourrait avoir nous de nos jours, avec ce truc là de celui qui est plus intelligent que tous les autres, qui voit tout alors que les autres sont bêtes et ne voient rien, sont des moutons, machin. Lui, au contraire, il dit, mais vous êtes tous tellement manipulateurs que vous vous rendez pas compte que vous passez à côté de la vérité de la chose, quoi. En fait, tous les personnages du misanthrope sont très intelligents et très clairvoyants. Et c'est aussi la beauté et l'intérêt d'une pièce de théâtre, c'est qu'il n'y a pas trop de quiproquos, tout le monde se comprend bien. Tout le monde voit vraiment ce que l'autre veut dire. Et c'est pour ça que cette pièce peut avoir une dimension de débat philosophique, de débat intérieur. Et j'aime aussi donc cette expression de chagrin philosophe qu'utilise Philinte. C'est un chagrin qui est causé par une philosophie. Et c'est un chagrin qui n'a pas lieu d'être. Parce que Alceste ne souffre pas vraiment, il souffre intellectuellement. Alors évidemment, les souffrances intellectuelles sont réelles, évidemment, mais il souligne quand même, Philinte souligne à ce moment-là à Alceste que, après tout, il faut se ressaisir, il n'y a pas de raison d'être si malheureux ou si emporté, les choses ne sont pas si mal, et on peut très bien se satisfaire, non pas se satisfaire, mais même se contenter, s'impliquer résolument dans un monde des hommes dont on sait qu'il est en partie fait d'hypocrisie.
Molière, c'est donc pas seulement cette capacité à faire naître des personnages, mais c'est aussi surtout une langue. On parle de la langue de Molière pour parler du français, etc. Qu'est-ce qui, selon toi, fait la saveur de la langue de Molière et peut-être de son alexandrin par rapport à d'autres? Sur ce point, j'ai pas vraiment d'opinion déjà constituée. Enfin, j'y avais pas énormément pensé, mais finalement, je le ressens en tout cas comme assez libre, l'alexandrin de Molière. Pour le comparer à ceux de Corneille et Racine, il est plutôt libre, avec beaucoup de mots qui seraient que d'autres écrivains de son temps n'oseraient pas écrire sans doute. Ben, en fait, il est drôle, son alexandrin. Bon, évidemment, c'est pas seulement la forme de l'alexandrin qui rend les choses drôles, mais il est drôle par ses décalages, par son lexique, par ses répétitions. On a eu quelques répétitions dans ce passage-là, des tant mieux, ou ce genre de choses. Par les réponses aussi, ici dans le dialogue, Philinte coupe la parole à Alceste et l'inverse arrive aussi. Donc il est très dynamique. Voilà. Et franchement, pour un jeune spectateur, un jeune lecteur, ou quand je dis jeune, quelqu'un qui, comme moi, au moment de découvrir le Misanthrope, n'était pas vraiment très habitué à l'alexandrin, bon, ça rend les choses quand même infiniment plus faciles à comprendre, ce dynamisme donc, et puis plus divertissante aussi. C'est beaucoup plus divertissante. Je repense à une chose. Tout à l'heure, tu disais que Alceste voyait les autres personnages comme manipulateurs et donc intelligents. Alceste aussi se voit, à mon avis, un petit peu trop intelligent quand même. Il se croit détenteur d'une réalité suprême et il se pense trop honnête homme et trop intègre. On le voit dans la suite de la pièce, il n'est pas si intègre et il peut être persifleur. Donc il y a aussi cette erreur que fait Alceste sur lui. Il regarde trop les autres, il a trop de recul sur les autres, pas assez sur lui. On peut voir ce défaut aussi chez le Misanthrope. Mais finalement, il faudrait qu'Alceste ait la possibilité de lire le Misanthrope pour se rendre compte de... Exactement. Et Molière, en écrivant le Misanthrope, je suis sûr qu'il se rend compte que lui-même a ces défauts-là, et c'est un spectacle introspectif qui a lieu quand on lit ou quand on regarde le Misanthrope. Oui, parce que c'est aussi ça, je trouve, qui fait la saveur de Molière, et peut-être de la comédie en général, mais peut-être de Molière dans le sens où c'est un des rares auteurs comiques qu'on ait gardé comme dans les grands auteurs, c'est que il y a quand même une attitude générale face au monde qui est celle du défi, mais de la bravade presque. C'est de partir du principe que c'est drôle. Et c'est-à-dire que même ses propres défauts, on va les voir comme des choses qui sont forcément source d'amusement avant d'être source de sérieux. Et peut-être que le sérieux peut venir. D'ailleurs, tous les grands auteurs comiques ont une profonde considération du sérieux de leur travail. Astier en parlait à propos de Kaamelott, mais même les Monty Python, ils avaient ce truc-là de prendre très au sérieux ce qu'ils font, et De Funès aussi. Oui. Le drôle est un chemin vers le sérieux, mais sans doute le meilleur, puisqu'il part du principe que on va se moquer. Oui. Et peut-être éventuellement derrière, on va accéder à quelque chose de sérieux. Mais en tout cas, de partir du principe que rien n'est fondamentalement sérieux, et donc ça évite, déjà dans un premier temps, de ne pas se prendre au sérieux. Et je trouve que Molière fait très bien ça. Oui, il joue énormément justement entre ce rapport sérieux et divertissement. Et le Misanthrope, parmi ses pièces, c'est probablement une de celles qui exhibe le plus ce rapport ténu, ces passages successifs du sérieux au comique, et bon, qui implique qui mélange les deux. Vraiment, je pense pas qu'on puisse vraiment les dissocier, surtout dans cette pièce. Oui, parce que même tu disais que la dernière réplique d'Alceste de l'extrait, elle peut en soi faire passer Alceste pour un ridicule, dans le sens où il mettrait beaucoup de lui-même dans cette haine générale des hommes, mais en même temps, la proposition qu'il formule, elle est très pertinente en soi. Elle pousse à la réflexion, et même si c'est dans un contexte qui est drôle, la réflexion, elle peut faire son chemin chez le spectateur, chez le lecteur. Ah bah oui, bien sûr. Les deux... À mon avis, les deux arguments qui sont présentés, enfin les deux points de vue qui sont présentés, on les a forcément eus tour à tour, nous autres spectateurs-lecteurs, et puis on les a au moment où on regarde la pièce, qui sont en train de
se combattre intérieurement en nous, quoi. Ces deux attitudes opposées. On pourrait reprocher donc au texte qu'il soit trop binaire à ce sujet, mais la suite de la pièce rend les choses beaucoup plus nuancées. Et puis, après tout, parfois avoir un rapport binaire à son comportement, ça peut être une bonne chose. Est-ce que telle chose est bonne ou mauvaise entre le bien et le mal J'allais citer Orelsan. Pas mal. Non, mais bon, donc on est souvent en train de naviguer entre bien et mal. Donc parfois, ça vaut le coup de se poser la question est-ce que mon comportement est bon ou est-ce qu'il est mauvais dans ces termes aussi bêtement binaires, quoi. Quitte à installer la nuance après. Oui. Pour cette dernière partie, avant de conclure, on en a déjà un peu parlé avant, on a parlé un peu des adaptations, etc. Mais peut-être d'un point de vue plus général, qu'est-ce qui te rappelle cette figure-là du misanthrope? Je pense que la pièce de théâtre, elle a cette grande force-là de pouvoir s'installer de manière un peu diffuse, quoi. On a des situations un peu à la misanthrope. Qu'est-ce qui, dans le monde contemporain, dans les œuvres culturelles ou non, te font penser au misanthrope, te rappellent le misanthrope, en fait, apparaissent comme des adaptations de ce texte-là qui a presque 350 ans en plus, et qui est en fait un peu fondateur. Qu'est-ce qui te rappelle ça? Oui, alors j'avais pensé, tout à l'heure j'en ai parlé brièvement, mais à la figure du Joker qui nous vient des comics, le plaisantin, qui est assez différente quand même d'Alceste, mais qui cultive cette haine du monde. Donc lui, évidemment, je pense pas avoir été le seul à repérer ce rapport qu'il y a entre le misanthrope et le Joker, mais ça m'est à chaque fois apparu. En fait, c'est la déclinaison particulièrement négative de Alceste, quoi. C'est un des chemins possibles qu'il pourrait prendre. Cette envie de voir le monde brûler, ça pourrait arriver à un Alceste si vraiment il est dans un contexte qui l'invite à mal tourner. Mais notre Alceste, il préfère fuir, et puis le plus gêné s'en va, quoi. En tout cas, c'est sa résolution finale. Est-ce qu'il la tiendra? Peut-être pas, mais t'as parlé de BoJack Horseman, oui, c'est très juste. En fait, on a beaucoup de figures mélancoliques dans la pop culture, proche de nous, et je pense qu'on peut en avoir. Et j'ai pas. Dr House peut-être. J'aurais dû y réfléchir. Oui, peut-être. Pourquoi pas Dr House? Oui, c'est vrai. J'aurais dû y réfléchir avant. J'aurais peut-être pu trouver donc des références culturelles comme ça. Qui viendrait illustrer un peu plus. Donc, en fait, c'est une figure qui infuse un peu, qui infuse un peu le monde, en tout cas avec la culture occidentale, parce qu'on a je pense qu'on a des figures un peu comme ça. Peut-être aussi en retour, alors, mais un Richard III, il y aurait un truc là-dedans aussi. Ouais. Peut-être, mais Richard III oui, complètement, il est pas drôle, alors que il peut être ridicule, oui. Tu veux Mon royaume pour un cheval, il y a un truc un peu. En fait, cette figure me fait penser ce côté très ancien aussi. Enfin, tu vois, c'est quoi? C'est 1660. Oui, c'est 1660 et quelques années. Dans cette figure-là, il y a la détestation de base, mais il y a aussi un peu l'idée qu'on retrouve dans plein de séries, dans plein de films, etc. L'envie de comprendre les méchants. Oui. Ce truc-là de se dire, on peut pas simplement les éloigner comme des méchants, les monstres, etc. Enfin, c'est même un truc qu'on peut retrouver de manière beaucoup plus générale avec les tueurs en série et tout, donc un truc beaucoup plus absolu, de dire, le méchant, il est pas méchant par hasard. Genre, l'homme n'est pas bon, n'est pas méchant, mais il n'est pas méchant. Qu'est-ce qui pousse à cette méchanceté-là? Et du coup, avec le misanthrope, là, on touche à ce genre d'œuvre qui essaye de comprendre de l'intérieur. Et comme Dr House, comme BoJack, en fait, on suit ce personnage-là, on est mis en empathie avec ce personnage-là, et donc du coup, on est amené à comprendre ce qui se passe. Et c'est intéressant parce que j'imagine qu'il a dû y en avoir d'autres, des figures, mais j'ai l'impression que dans notre culture française, c'est un peu le misanthrope qui est un peu la première pierre de ces œuvres-là, quoi. Oui, sans doute. Alors, il y a une œuvre culturelle qui me vient à l'esprit, mais c'est pas du tout un conseil. Mais moi, moche et méchant, c'est le fait de rendre attachant quelqu'un qui se définit par sa haine des autres, par sa volonté même de faire le mal dans ce cas-là. Mais oui, parmi donc ces figures qui se diffusent dans nos productions culturelles actuelles, c'en est une. Et on pourrait en trouver encore une fois 1000 autres. Il y a aussi un peu l'attitude chez certains spectateurs, spectatrices de ce truc-là de dire parfois
le méchant il a un peu raison. Je Et sais puis- qu'il y avait eu ça pas mal avec Thanos, Oui. Avengers. Ouais, en fait, je suis plutôt d'accord avec lui. Au fond, il a raison, c'est tous les autres qui sont méchants. Même dans les... il y en avait beaucoup qui disaient que dans les Disney, ce qui faisait la qualité d'un Disney, c'était la qualité de son méchant. Oui. Oui, il y a un peu ce truc-là, de dire, en fait, les méchants font aussi partie de l'équilibre du monde, et en fait, parfois, c'est juste qu'ils ont pas suffisamment été écoutés et qu'ils se sont retrouvés à se détacher du monde. Et toute la tension que je trouve intéressante dans le Misanthrope, c'est que il est quand même suffisamment proche des gens autour de lui pour que ceux-ci n'acceptent pas qu'il s'en aille. Bien sûr. Et il est à aucun moment considéré par le spectateur ou par les autres personnages comme un vilain, comme le vilain. Il est le ridicule, il est le maniaque, celui qui s'emporte trop, mais c'est pas un méchant comme ceux dont on parle quand on parle du Joker, par exemple. Il est aussi beaucoup plus touchant. Bon, après, des méchants touchants, on en a. On a aussi des méchants cool. Et je disais au début que j'aimais bien Alceste pour son côté cool et magnifique. Cool, c'est pas le mot, parce qu'il est pas détendu. Mais son côté admirable dans sa révolte. Et puis, on en a aussi, évidemment, aussi dans les créations plus contemporaines. On va maintenant passer à la conclusion. Nous allons inaugurer une séquence qui est déjà culte, qui est celle de la punchline. Si tu devais vendre cette pièce de théâtre comme un film, donc je rappelle un peu le principe, alors c'est punchline ou tagline, mais par exemple pour Alien, tu vas pouvoir nous la dire, la tagline d'Alien c'est « Dans l'espace, personne ne vous entend crier ». Voilà, donc c'est une formule un peu marquante qui serait vendeuse, qui essentialiserait un peu l'esprit de la pièce. Une phrase d'accroche, en quelque sorte. Une phrase d'accroche, en bon français. Alors, quelle serait ta phrase d'accroche pour le Misanthrope ou l'attrablier amoureux de Molière? Eh bien, ce serait donc vraiment pour obéir à cette consigne de tagline, ce serait quelque chose comme, après le titre, donc le Misanthrope, il vous déteste déjà. Et voilà. Est-ce que c'est vous? Je suis content d'avoir inauguré donc cette première rubrique. Même si dans ta punchline, on sent pas trop qu'il est en tension. Mais c'est vrai que ça le vend bien. C'est vrai, mais vendeur. j'ai essayé de faire concis et j'ai pas réussi à donner plus d'idées ou d'éléments sur la pièce. À qui est-ce que tu conseillerais cette pièce? Je conseillerais cette pièce à tout le monde parce que, comme je l'ai dit, il y a quelque chose qui se joue en chacun et qui est bien représenté dans la pièce, mais en particulier aux jeunes gens, quoi. Je l'ai découvert jeune et je pense que c'était le bon moment, même si j'ai pas tout compris, bien sûr que non. Mais à mon avis, quand on est à la fin du collège ou au lycée, on peut très bien apprécier le Misanthrope. Quand on découvre l'injustice un peu. La pièce, le Misanthrope, pas Alceste, on peut très bien apprécier toute la pièce. Voilà, quand on se rend compte, et puis il y en a qui s'en rendent compte sans doute beaucoup plus tôt, mais que bon, il y a tout un jeu d'hypocrisie qui est au cœur de nos rapports humains, à partir de ce moment-là, le Misanthrope nous parle. Et puis, si on est sensible au drame amoureux, il y en a aussi un dont on n'a pas peut-être pas suffisamment parlé, parce que c'est pas ce qui m'a importé en premier, mais c'est un drame amoureux déchirant aussi qui se joue entre Alceste et Célimène. C'est l'impossibilité la difficulté de communiquer quand on est ensemble, de se dire qu'on s'aime. Oui, puis il y a aussi dans la structure intéressante de la pièce, le fait d'avoir axé d'abord sur le Misanthrope, peut-être dans l'attrablier amoureux derrière, c'est que cette pièce-là, elle ne se structure pas autour de la relation amoureuse, dans le sens où, effectivement, elle se noue et se dénoue dans la pièce, mais dans le même temps, lui, il prévoit quand même de partir malgré ça, quoi. Et éventuellement, il l'aurait bien amené dans ses bagages, quoi, mais c'est avec ou sans elle, et c'est pas ça qui détermine absolument. Il y a aussi ce truc-là qui peut être intéressant, le fait de décentrer un peu le regard, les relations humaines en général, et donc les relations amoureuses, mais pas la relation amoureuse comme paradigme principal, quoi. Ouais, exactement. Oui, c'est plutôt l'histoire d'un type, donc Louis Jouvet disait que c'était quelqu'un qui voulait avoir un entretien décisif avec la femme qu'il aime, évidemment. C'est aussi quelqu'un qui veut prendre une décision, partir ou rester. Partir ou rester, c'est une question qu'on est souvent amené à se poser. Si tu aimes, il faut partir. Exactement. Disait Sandra. De Sandra, ouais. Autre séquence culte. Quelles sont les deux couleurs que tu associes à cette lecture? Bon, alors, la première, c'est une couleur que j'ai déjà évoquée, parce que j'ai dit que dans la première mise en scène du Misanthrope que j'avais vue,
il y avait dans une partie des scènes une espèce de brouillard baigné dans une lumière verdâtre. Donc je prendrais un vert brumeux. Je sais pas si il faudrait que je trouve un vert plus précis. Bon, le vert sapin en est assez proche, mais on je a sais qu'il déjà a eu été le vert pris sapin, dans une mais c'est pas précédente, grave. une précédente émission. Donc ce vert, évidemment, pour la mise en scène, mais aussi parce que le vert est une couleur taboue au théâtre, mais Molière l'aimait bien. Et en même temps, c'est l'espoir. exactement, il y a aussi l'espoir quand hors du théâtre, enfin, plus largement, c'est l'espoir. Bon, pour toute sa symbolique, le vert, en plus, c'est probablement une légende, mais il paraîtrait que Molière, en jouant le malade imaginaire, donc la dernière fois qu'il est monté sur scène, il portait du vert, il paraît. La deuxième couleur... La deuxième couleur serait un rouge de colère, évidemment. Mais disons que je vais le tempérer en faisant un rouge bordeaux. Je sais pas si le bordeaux tempère vraiment. C'est simplement que j'aime beaucoup cette couleur. Rouge bordeaux. C'est ton académie de référence. Et en plus, je suis dans l'académie de Bordeaux. Ouais. Donc les feux tricolores s'arrêtaient et avançaient Oui. pour tes couleurs, enfin bicolores. Eh bien, toute dernière question, est-ce que tu as une lecture en ce moment? Oui, en ce moment, je lis Hugo le Terrible de Maryse Condé et j'aime beaucoup. C'est un roman jeunesse, Hugo le Terrible. Je le travaille avec des élèves, hein, c'est pour ça que je le lis dans le détail. Et il y a aussi Rêves amers de Maryse Condé que je recommande, un court roman adressé à de jeunes gens, mais évidemment, je pense que j'y ai autant de plaisir à le lire maintenant que j'en aurais eu à le découvrir à 13 ans. Donc la littérature de Maryse Condé, guadeloupéenne, autrice guadeloupéenne, vaut le coup d'être lue. Il y a aussi Moi Tituba sorcière, qui est un roman que j'avais lu il y a quelques années de Maryse Condé, qui est extra aussi. Okay. Toute l'œuvre de Maryse Condé. Oui, voilà, je recommande de lire Maryse Condé en ce moment. Ok. Eh bien, merci beaucoup Clément d'être venu. Merci Maximilien. Et à bientôt. Merci Max. Je fais une version Maximilien et une version Max, d'accord? Merci Max. Merci Max. Et à bientôt. C'est Alceste, un petit baptou chonchon qui traque les faux d'Hersch jusqu'au bout du monde. Il exige qu'on respecte son prochain comme la communauté de l'anneau. Pas de coups de pute, les golasses. Il glande avec son seul pote Philinte, un pur hypocrite, qui tartine le moneuil par devant et poignarde Pépouze par derrière. Philinte, ça te fait bien marrer de voir Alceste rager contre les tartifs, vu que sa propre go Célimène, c'est la pire vipère de la rive droite. Soudain, sorti de nulle part, un adversaire des boules, le marquis Oronte. Oronte lance à la cantonade « Yo tout le monde, c'est Squeezie, j'ai composé un petit sonnet. Dites-moi franchement ce que vous en pensez. » Et là, il sort de son couvre-chef le plus ripou des sonnets de l'ère jurassique. Standing ovation dans l'assistance. Mais Alceste, droit dans ses bottes, lui assure qu'il y a absolument 100% de chances que son sonnet, c'est de la grosse merde. Un poil remonté, le timard au flot qui pue la mort, trace chez les Condés pour porter plainte. Alceste redouble de colère. C'est quoi ce bordel? Ce forceur a pas de flot? Et moi, je devrais lui flatter la mimolette? Plutôt crever. Il rentre chez lui, furieux, et surprend Célimène en train de poser une impro rageuse sur tous ses contacts Twitter. Chacun prend son petit pruneau. Alceste Saint-Laurent atrabilaire et il demande à Célimène de choisir une bonne fois pour toutes entre leur idylle et la fils de puterie. Et comme Célimène nage la brasse coulée dans l'indécision, alors
Alceste lui dit « Ok, tu sais quoi? Nique-toi bien. Je vais m'inscrire à Motus. Ciao, relou, ceinture et rideau. C'est la vérité au bout du couloir. C'est les balayettes glissées des tocards à rouflaquettes. C'est Forever Alone à la foire du trône. C'est le misanthrope